Bonjour tout le monde, bon midi, merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le ministre Mathieu Lacombe, qui est le député de Papineau à l'Assemblée nationale et aussi le ministre de la Famille pour le Québec. C'est un plaisir de l'accueillir parce que c'est un dossier dont on parle souvent sous l'angle de ses impacts sociaux, mais c'est très important qu'on réalise tous à quel point, du point de vue de notre économie, de notre milieu de travail, de notre marché du travail, les services de garde sont à la fois un élément de base pour nos employeurs, pour nos employés, mais je dirais aussi pour notre qualité de vie. Et on y reviendra, mais on est encore dans cette période de pandémie. On l'a bien vu à quel point, du point de vue du développement des enfants, du point de vue de la santé mentale des parents, du point de vue de notre santé économique, c'est un service essentiel pour notre économie. Je me disais d'entrée de jeu qu'il est important de souligner que c'est une belle réussite collective. Jadis, j'étais plus jeune, en 1995-96, je travaillais pour un institut de recherche et c'était l'époque où on voyait venir, on travaillait collectivement à mettre en place le système qu'on a aujourd'hui. Et à l'époque, on savait bien que ce serait une mesure importante pour redonner du temps. À l'époque, c'était surtout, et encore aujourd'hui, aux mères pour qu'elles puissent faire autre chose et notamment aller travailler. Mais on le voyait aussi beaucoup sous l'angle du développement des enfants. Comment créer davantage de circonstances où les enfants pourraient faire les apprentissages, donner une chance à tous nos enfants. Ça a été un tel succès que les taux de participation des femmes au marché du travail ont atteint des sommets. J'ai ici un chiffre qui dit que sur la période 97-2016, on est passé d'un taux de participation des femmes, un taux d'activité de 64 à 80 augmentation de 16 points de pourcentage. Durant la même période, c'est 4 points de pourcentage dans le reste du Canada, ce qui témoigne à la fois de l'impact, à la fois du côté visionnaire et de l'efficacité de ce qu'on a mis en place, et ce qui explique sans doute la décision du gouvernement du Canada de financer à travers le pays une initiative en s'inspirant nettement de ce qu'on a fait aujourd'hui. Je dirais finalement, c'est important pour les entreprises, d'autant plus qu'on le sait qu'à travers toute cette période, depuis le début, on essaie de créer autant de places qu'il y a de demandes. Ça a été un défi pour tous les gouvernements successifs. Le gouvernement actuel a annoncé son plan et on va en parler. Et là, avec l'argent du gouvernement du Canada, qui sera un transfert, peut-être qu'on pourrait même accélérer les choses au point enfin d'arriver à combler cet écart. On en parlera. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole au ministre Lacombe et après son allocution, comme à l'accoutumée, on aura l'occasion d'échanger. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur Leblanc. Je suis très, très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de l'invitation, d'avoir eu l'idée d'inviter pour la première fois le ministre de la Famille du gouvernement du Québec. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, on parle souvent des services de garde éducatifs pour leur impact social, pour l'impact qu'ils ont sur le développement de nos tout-petits, qui peut ensuite, évidemment, se traduire par un impact économique important, mais il y a aussi un impact très direct tout de suite sur l'économie du Québec, donc c'est aussi intéressant d'en parler. Et je pense que c'est aussi l'occasion de démontrer toute l'importance, notamment en temps de pandémie, qu'ont eu nos services de garde éducatifs à l'enfance. On a pris conscience plus que jamais, parce que du jour au lendemain, ils ont été pour la plupart inaccessibles pour les employés, pour les employeurs, de leur importance dans le paysage québécois. Donc, si vous l'avez vécu, je pense que vous êtes à même de constater, de témoigner du fait que lorsque les services de garde, les CPE, les garderies ferment du jour au lendemain, ça devient tout un casse-tête pour être capable de continuer à faire fonctionner vos entreprises. Et je vous dirais que ça a été le même défi pour nous au gouvernement du Québec, dans chacun de nos ministères, dans chacune de nos organisations. Donc, je pense qu'on peut dire que la pandémie a vraiment révélé ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'au Québec, on a probablement la plus grande mesure de conciliation famille-travail en Amérique du Nord, dont on peut vraiment être fier. Je peux clairement vous dire que lors de la première vague de la pandémie, nos services étaient fermés. Enfin, on accueillait seulement les travailleurs des services essentiels, les enfants des travailleurs des services essentiels. Donc, on était à peu près à 5 de la capacité du réseau qui habituellement peut accueillir jusqu'à 306 000 enfants. Et à ce moment-là,
mon téléphone sonnait beaucoup. J'ai beaucoup de collègues qui ont fait du lobbying pour que tel ou tel secteur qui sont dans leur secteur d'activité, que telle ou telle entreprise avec qui ils ont des liens puissent faire partie des travailleurs qui étaient essentiels parce qu'eux-mêmes se faisaient téléphoner et les gens me disaient « Mathieu, on a besoin que ces employés-là aient des places pour leurs enfants parce que sinon, on n'est pas capable de fonctionner. » Donc, je pense qu'on peut dire que la vérité à ce moment-là est pas mal apparue toute nue, c'est-à-dire pour que l'économie québécoise fonctionne, on a besoin d'avoir des services de garde qui sont accessibles. Et vous savez qu'au Québec, lorsque le gouvernement de Lucien Bouchard, donc M. Bouchard, Mme Marois, ont mis sur pied ce programme-là, évidemment, c'était pour des raisons économiques, oui, mais on n'a pas mis la qualité de côté. Ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut être très, très fier de ça. Donc, en 1997, évidemment, les gens qui étaient là se sont dit, tant qu'à offrir le service, offrons-le aussi comme un service de qualité qui va faire en sorte que nos tout-petits vont pouvoir développer leur plein potentiel. Et on en a besoin parce qu'encore aujourd'hui, malgré tout ça, malgré tout le chemin qu'on a parcouru depuis 1997, malgré le fait que cette année, on est passé la barre du 2,7 milliards de dollars investis dans ce programme-là, bien, on a quand même 27,7 % de nos enfants qui commencent la maternelle avec des vulnérabilités. Et ça, plus tard, bien, ça a un effet notamment sur le taux de diplomation qui font en sorte bien, qu'on a accès à moins de travailleurs qualifiés qu'on pourrait en avoir si on améliorait encore plus l'accessibilité aux services de garde et donc si on faisait en sorte que nos enfants arrivent à la maternelle avec moins de vulnérabilité. Je vais aller rapidement pour vous dire qu'on va continuer, bien sûr, à développer le réseau. On a clairement signifié notre intention de terminer ce réseau-là. On pourra y revenir un peu plus tard. Mais je le disais, c'est vraiment un atout majeur, une infrastructure sociale dont on ne pourrait plus se passer au Québec. Au-delà de nos services de garde éducatifs à l'enfant, je veux quand même toucher un mot sur les autres programmes qui existent au Québec. La conciliation famille-travail, bien sûr, elle passe par les garderies, mais il y a aussi les entreprises qui ont un grand rôle à jouer. Et là, puisque j'ai la tribune aujourd'hui, je pense que c'est important de le souligner dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On voyait encore au dernier trimestre de 2020, c'est 148 000, un peu plus de 148 000 postes qui sont actuellement vacants au Québec. Les entreprises ont besoin de se démarquer. Elles ont besoin de se démarquer et la conciliation famille-travail pour les jeunes, notamment, dont je fais partie, et j'en connais beaucoup autour de moi pour qui c'est important, mais pour les employés maintenant en général, pour les travailleurs, c'est important. C'est le deuxième critère après le salaire et les avantages sociaux qui est tenu en compte, qui est pris en compte par les employés, par les gens, en fait, lorsqu'ils choisissent un emploi. Et il y a des programmes spécifiques. Là, je pense au saut Concilivie, je profite de l'occasion pour le dire, qui a été mis sur pied par le Réseau pour un Québec famille qui existe. Il y a actuellement 26 entreprises seulement au Québec qui s'en sont prévalues. C'est tout récent. On a commencé ça à la fin de 2019. Donc, cette année, le Réseau pour un Québec famille veut doubler ce nombre-là. Donc, l'invitation est lancée aux gens qui nous écoutent dans un contexte très concurrentiel où, je le disais, la conciliation famille-travail, c'est un atout pour vous démarquer. Bien, je pense que c'est important et l'équipe du Réseau pour un Québec famille fait un excellent travail à ce niveau-là. Donc, je terminerai là-dessus en disant que le réseau des services de garde, je le disais, c'est un atout majeur. On en a besoin. Il faut continuer de le développer malgré les difficultés qui ont été connues depuis 25 ans. Et personnellement, comme ministre, le plus grand legs que je souhaiterais laisser, c'est que lorsqu'on quittera, bien, on pourra avoir fait ce qu'il faut pour que chaque tout-petit puisse avoir une place, et je le dis souvent, pour que leurs parents, nécessairement, puissent aller travailler. On a une consultation qui commence, M. Leblanc, là, donc pour voir quel sera l'avenir de nos services de garde. Donc, on espère bien que les entreprises qui sont notamment membres de la Chambre de commerce puissent participer. Donc, j'espère bien pouvoir les lire. Merci, merci, M. le ministre. Vous terminez par ma première question. Il y a ce processus de consultation. Puis, ça fait assez longtemps qu'on participe, nous, à la Chambre, à ce processus de consultation. Souvent, on a une bonne idée dès le départ de où le gouvernement voudrait arriver. Et après ça, évidemment, on est consulté, puis on donne nos propositions. Vous voulez arriver où? C'est quand vous nous consultez, qu'est-ce que c'est? Vous avez dit, j'aimerais ça avoir un legs. Ce serait quoi votre legs? Vous voulez arriver où avec cette réforme? Bien, je vais dire peut-être 3 choses, 2 choses principales, puis une qui s'adresse peut-être plus aux gens qui nous écoutent.
On a besoin de deux choses, principalement dans notre réseau. On a besoin de plus d'accessibilité, donc ça, c'est clair. Il faut créer des nouvelles places, c'est une évidence. Donc, on pense qu'il en manque 22 000, en plus des 15 000 qui sont actuellement en réalisation. Donc ça, il faut faire ça. Mais au-delà de ça, il faut être plus efficace. On a un réseau où, si les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui nous écoutent avaient les outils qu'on a pour se développer, se cogneraient la tête dans les murs. On ne peut pas, par exemple, comme ministère actuellement, décider, nous, de construire un CPE ou une garderie à un endroit où il y a un besoin, mais où il n'y aurait pas de projet qui nous serait soumis par la communauté. Ça, c'est un problème. Donc, il faut aussi être plus efficace, se donner des nouveaux outils, avoir plus de leviers au ministère de la Famille. Donc, ça, c'est les deux éléments principaux. Puis l'élément qui va peut-être intéresser les gens qui nous écoutent, c'est comment on peut améliorer le rôle que jouent les entreprises, par exemple, avec des services de garde en entreprise. C'est un des sujets qui sont dans notre consultation. Donc, certainement qu'on sera bien intéressé de vous lire là-dessus. Parfait. Découpons un peu les enjeux. Évidemment, du point de vue des employeurs et du point de vue des travailleurs, le premier enjeu, c'est, vous l'avez dit, c'est la capacité. Vous dites il y a un certain nombre de places à créer. Est-ce que vous avez présentement les budgets prévus? Puis là, on a évidemment le fédéral qui va alimenter probablement le budget du Québec. Avez-vous l'impression que vous allez avoir les budgets puis que ça arrête d'être un enjeu financier, qu'on sorte de cette dynamique où on a l'impression que les sommes sont insuffisantes? On parle régulièrement, nous, au ministre Girard. Est-ce qu'il y a des messages qu'on doit lui passer? Quelle est l'évaluation que vous faites de votre capacité budgétaire pour que ça se passe? Bien, moi aussi, je lui parle souvent. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. J'y ai parlé juste avant de venir ici, d'ailleurs. C'est pas un enjeu en ce moment parce que vous avez raison, il y a une opportunité. On l'a vu, le gouvernement fédéral s'est inspiré du Québec. Il y a des sommes importantes qui sont disponibles. Maintenant, on a beaucoup de besoins dans d'autres secteurs, mais c'est clair qu'on va se servir d'une partie de cette somme-là. Et je pense qu'on l'a dit très clairement, et le premier ministre lui-même l'a dit, on va terminer ce réseau-là. Donc, clairement que dans le dernier budget, il n'y a pas les sommes disponibles, mais du moment où on le dit clairement qu'on va créer ça, ben ça se traduira par les investissements qui vont être nécessaires. Donc, on a fixé l'objectif, puis on va l'atteindre ensuite. Vous parliez de l'efficacité. Soyons juste dans l'efficacité de ce déploiement de ces sommes-là. Quand vos fonctionnaires vous disent, OK, on peut développer une capacité dans une région, ça prend combien de temps entre le moment où on décide puis le moment où la capacité sur le terrain, elle est là? C'est-tu une affaire de 2-3 ans? C'est-tu une affaire de 6 mois? C'est quoi votre... Autrement dit, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est ils ont l'impression que c'est long. C'est long, exact. Oui, vous avez raison. Moi aussi, je trouve ça long. Et c'était très important pour moi qu'on augmente notre efficacité. Donc, par exemple, lorsqu'on est arrivé en moyenne, bon, les moyennes, on sait ce que ça veut dire, mais en moyenne, on est à 48 mois pour la construction d'un CPE. Maintenant, on est à 36. Là, avec des allègements dans la bureaucratie, dans la paperasse qu'on a annoncé, on devrait descendre à 24. On a coupé pratiquement de moitié dans les étapes de réalisation d'un projet. Donc ça, c'est l'objectif. La tendance est bonne. Donc maintenant, c'est le 24 mois qu'on vise. Puis bien sûr qu'avant, il y a le processus d'attribution. On lance un appel de projet, les gens nous soumettent leur projet qui peut prendre, et ça, je trouve ça encore trop long, jusqu'à 1 an. Avec la consultation, on devrait être capable de ramener ça. Justement, je vous disais, on va se donner des pouvoirs, je pense, supplémentaires qui sont nécessaires. Donc, on devrait être capable de baisser ça. Parce que c'est intéressant, là, vous l'avez dit en termes de mois, mais dans le fond, vous dites, avant, ça nous prenait 4 ans, puis on a 1 année préalable pour l'appel à projet. Fait que c'était une affaire de 5 ans quand on disait, OK. Là, vous dites, on a essayé de réduire ça, donc on est rendu à 3 ans. On a réduit à 2 ans une fois qu'on a décidé, puis ça prend toujours 1 an avant, 3 ans. C'est les chiffres que j'avais. Quand les gens me disent, mon Dieu, c'est quand même impressionnant, on voit un besoin. Et des gens m'ont même dit, Michel, en général, c'est des affaires qu'on peut prévoir, qu'on peut voir venir. Un quartier qui se développe, une population de jeunes parents qui s'installent. Bien, les enfants, ça n'est pas durant la nuit, une nuit. Ça prend du temps. Autrement dit, il y a 9 mois avant. Ouais. On devrait pouvoir voir venir, on devrait pouvoir anticiper ça. Alors, il y a, comme vous dites, améliorer les processus et s'assurer qu'on voit bien les mouvements de population, on voit bien où les jeunes naissent. La prévisibilité. De prévisibilité. Avez-vous l'impression que sur les outils de prévisibilité, on pourrait même éventuellement dire, non seulement ça prend 3 ans, mais on le fait en amont, sachant que ça va arriver en aval? Vous avez raison. Vous avez tellement raison. Et ça, c'est une question qui est fondamentale, dans laquelle on est plongé actuellement cette semaine, là, avec toute la saga autour de notre guichet unique, où les parents vont inscrire leur enfant, qui nous sert justement à prévoir le développement du réseau. Mais on a
M. Leblanc a un enjeu parce que ces données-là qu'on obtient, bon, elles nous servent, oui, à prévoir le déploiement, mais en même temps, c'est pas comme dans le réseau scolaire. Le réseau est différent. Donc, les parents n'ont pas un CPE ou une garderie de quartier. Quand il y a un quartier qui se bâtit, nécessairement, ça ne veut pas dire que les enfants vont tous aller là. Il y a des parents qui, par exemple, travaillent peut-être ici au centre-ville de Montréal et qui vont inscrire leurs enfants dans des installations qui sont plus près de leur lieu de travail parce qu'ils souhaitent les récupérer plus tôt ou les garder avec eux un peu plus longtemps dans la voiture le matin. C'est un choix qui est bien personnel. Donc, on a, je dirais, une particularité qui fait en sorte que le défi est peut-être un petit peu plus élevé. Et l'autre particularité, c'est que c'est un réseau qui est communautaire, donc qui est développé par les gens sur le terrain qui soumettent leurs projets. Mais je pense qu'on doit aussi, comme je le disais, se donner les moyens, nous, comme ministère, de dire, bien, il n'y a pas de projet, mais ça nous prend un projet ici au coin de la rue parce que bien, il y a une entreprise qui vient de s'installer, par exemple. Dans la réponse à ces besoins, depuis le début au Québec, on a jugé que ce qui était optimal, c'est d'avoir une forme de panier de services. On a la garderie, le CPE, on a la garderie privée, on a le service de garde qui peut avoir lieu en résidence. Votre vision à vous, c'est que c'est le bon modèle qu'on veut poursuivre dans ce panier qui offre diverses alternatives. Comment vous voyez cette possibilité que ça continue? Bien, je pense que si on prend un pas de recul, s'il y a des parents là, qui nous écoutent, le choix des parents dont on parle souvent, il se résume à deux choses. On veut une place en installation ou on veut une place en milieu familial. Puis, dans les deux cas, on préfère qu'elle soit subventionnée à 8,50 $. Donc, moi, c'est vraiment avec cet objectif-là que je travaille. Maintenant, il y a une large part du réseau qui est privé actuellement. C'est plus de la moitié, 55 %. Moi, je pense qu'il faut préserver ça. C'est un écosystème où le privé a sa place. On a des centres de la petite enfance qui sont un modèle incroyable, qu'il faut absolument protéger et préserver aussi. Et je pense que oui, on doit conserver une offre de service qui est différente, mais ce qu'on doit viser, c'est d'avoir de plus en plus de places à 8,50 $ parce que c'est ce que les parents souhaitent, tout en préservant le choix entre les installations privées ou CPE et le milieu familial. Okay. Parlons de la fameuse liste d'attente. Oui. On peut parler tout de suite de l'éléphant qui est dans la pièce, Oui. qui est la fameuse fuite récente. Oui. Bon, on ne va pas s'en aller dans les discussions sur la cybersécurité. Ce n'est pas votre portefeuille, ce n'est pas le mien non plus. Par contre, j'aimerais vous entendre sur le fait que les parents ont l'impression parfois que cette liste-là, elle existe, mais qu'il y a d'autres façons de procéder. Et du point de vue des entreprises, il y a aussi cette préoccupation de dire, est-ce que mes employés là, sont traités équitablement? Moi, je veux que ça soit le plus simple possible. Comment vous voyez notre système qui canalise les besoins pour qu'on en tienne compte et que la liste fonctionne? Ça, c'est toute une question, ça. Hein? C'est pour ça que vous êtes ici. C'est une excellente question parce que depuis que je suis arrivé, c'est probablement un des éléments, avec le manque de place, ça c'est bien évident, mais un des éléments sur lequel je reçois le plus de commentaires négatifs. Les gens trouvent que c'est obscur, ont de la difficulté à comprendre, et pour cause, ils ont l'impression que c'est une liste d'attente, quand dans les faits, ça n'en est pas une. Il n'y a pas une liste d'attente au Québec. Il y a un guichet unique où tous les parents inscrivent leurs enfants, et ensuite de ça, chacune de nos 3500 installations ont leur propre politique d'admission et donc leur propre liste d'attente à l'interne en fonction de leur politique. Donc, est-ce qu'on privilégie les gens du quartier? Est-ce qu'on privilégie les frères et sœurs des enfants qui sont déjà là, les enfants des employés? Il y en a qui privilégient les enfants des membres du CA, par exemple. Pas toujours d'accord avec ça, mais bon, il y a divers critères qui sont mis de l'avant par tout autant de CPE et de garderies. Donc, je pense qu'il y a une méconnaissance et la vérificatrice générale du Québec nous a dit d'ailleurs qu'il fallait améliorer ça. Et là, c'est dans l'actualité cette semaine, il faut clairement faire des changements et on l'a dit. Là, cet automne, il y en aura. Il reste à définir lesquels, mais il faudra qu'on prenne de grandes décisions. Puis peut-être juste nous préciser là, votre pensée, parce qu'il y a des gens qui critiquent le chiffre, le fameux chiffre, combien de gens sont en attente d'une place. Ouais. Vous avez, donné votre explication pour arriver, je pense, d'arriver à un chiffre de 51 000. Vous avez dit, on ne considère pas les bébés pas nés encore, je pense. Comment vous évaluez présentement notre connaissance du besoin? Bien, la connaissance, je dirais d'abord, c'est la meilleure connaissance qu'on a depuis 25 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, on avance, là. Ensuite, est-ce que c'est parfait? Clairement, non, parce que je le disais, il y a des défis. C'est très difficile de prévoir à quels endroits il va falloir construire. On se base, oui, là-dessus. Ce n'est pas encore tous les parents qui s'inscrivent sur le guichet unique parce que, justement, il y a de la méfiance.
Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut rétablir le sentiment de confiance parce que c'est notre outil. Et là, on parle à des entrepreneurs là, qui vont comprendre ce qu'on veut dire. C'est l'outil dont on sert pour déployer nos installations. C'est notre étude de marché, en quelque sorte. C'est de savoir où sont nos besoins pour être capable de construire. Donc, si les parents ne s'inscrivent pas, bien, nécessairement, l'étude de marché, elle est très, très incomplète. Quand il y a des services qui sont offerts dans l'ombre, sans permis, par exemple, bien, notre étude de marché est incomplète. On risque de construire un CPE ou une garderie à un endroit où pourtant il y a déjà des services qu'on ne connaît pas. Donc, il y a un ménage à faire. Il y a un ménage à faire, mais on le fera cet automne. Je vous donne une petite clé parce qu'on est souvent en contact avec notre écosystème d'intelligence artificielle. Et une des choses qu'ils proposent, c'est des algorithmes pour utiliser des grandes bases de données et arriver avec des prévisions assez précises. Alors, on est dans les grands nombres, hein, le nombre d'enfants qui naissent, le nombre de parents qui doivent prendre des décisions, là où ils habitent, là où ils travaillent. Moi, j'ai l'impression qu'en leur passant une commande, en leur disant « Pouvez-vous nous arriver avec un algorithme qui va nous aider à prendre les meilleures décisions de localisation de nos CPE? » Peut-être qu'ils vous arriveront avec une clé qui va vous permettre de prévoir. Donc, je vais juste vous dire, cette expertise-là, elle existe à Montréal. Parlons maintenant des travailleurs en garderie. Un des enjeux qu'on a dans toute notre société, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Et la pénurie de main-d'œuvre, elle affecte à la fois les entreprises, les services de l'État. Il y a une prévisibilité des départs à la retraite, il y a une prévisibilité des besoins qui augmentent. Et il y a, dans le fond, l'enjeu de dire est-ce que nos jeunes ici sont suffisants si on les forme, si on les attire dans ces secteurs-là pour répondre aux besoins. Avez-vous l'impression que la main-d'œuvre va être au rendez-vous si vous augmentez le nombre de places, le nombre de CPE? Êtes-vous confiant qu'on ne va pas avoir un autre goulot d'étranglement qui serait les travailleurs, les travailleuses en garderie? Il faut absolument. Pour moi, c'est une évidence parce que c'est clair que si on n'a pas le personnel pour offrir ce service-là, le service ne pourra pas être offert à la fin. Puis, je ne voudrais certainement pas être le ministre de la Famille qui recule sur la qualité des services qu'on offre. Parce que oui, il y a tout l'impact économique de nos services de garde, je le disais tantôt, mais au-delà de ça, il y a tout l'aspect éducatif qui est important, puis qui est un placement à plus long terme pour le taux de diplomation, etc. Donc, je pense que c'est important de faire les deux en même temps, mais vous savez, M. Leblanc, ce que je dis souvent là, aux gens qui nous disent « bien, arrêtez de développer, on n'a pas de main-d'œuvre », je leur dis, il faut qu'on fasse les deux en même temps parce que la journée où la main-d'œuvre va être au rendez-vous, parce qu'on a des mesures, je travaille avec le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale, mon collègue Jean Boulet, la main-d'œuvre, elle va arriver. Mais si elle arrive puis on n'a pas démarré le processus de construction, vous l'avez dit, là, ça prend encore 2-3 ans construire une garderie ou un CPE. Bien, où vont travailler ces gens-là? On ne sera pas plus avancé. Donc, moi, je vais vous dire, dans le pire des scénarios, je préfère avoir un CPE vide qui est prêt tout de suite à accueillir des gens aussitôt que les gens vont être formés, qu'avoir des gens formés qui se tournent les pouces puis qui se réorientent parce qu'on n'a pas construit d'installation. OK. Peut-être 2-3 trucs aussi sur les capacités. D'abord, évidemment, beaucoup d'entreprises ont des réalités d'horaires variables. Beaucoup de travailleurs ont des réalités d'horaires variables. Le modèle traditionnel du service de garde, de la garderie, c'est peut-être de 7h, 7h30 jusqu'à 6h. Et quand c'est des tout petits, des fois, c'est 5h30. Comment vous voyez l'évolution de l'offre pour tenir compte des horaires variés dans l'économie? Bien, c'est intéressant, ça, parce que cette offre-là, qu'on qualifie parfois de garde à horaire atypique, elle n'est pas très répandue parce qu'elle n'a pas été très encouragée, je veux dire, dans les dernières années. Et je comprends parce que nécessairement, le réseau n'est pas encore terminé, 25 ans après sa création. Donc, il y a toujours des parents qui ont des horaires bien traditionnels qui n'ont pas accès à des places. Donc, on est encore en construction. Et donc, cette offre-là, qui est peut-être un peu plus spécialisée ou qui répond aux besoins de peut-être moins de personnes, n'a peut-être pas encore été assez approfondie. Et d'ailleurs, dans les consultations qu'on est en train de mener, c'est une des questions. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Dans le dernier budget, il y a des sommes qui ont été annoncées pour qu'on puisse favoriser ça. Il y a des CPE qui le font déjà. Mais c'est très particulier comme service. Souvent, c'est situé justement près des grands employeurs qui ont des horaires irréguliers, près des centres-villes, comme ici à Montréal, où on peut devenir en quelque sorte une garderie ou un CPE bassin, où les gens sont prêts à faire un petit peu plus de route pour venir reconduire leurs enfants parce que le service ne pourrait nécessairement pas survivre un peu partout au Québec parce qu'il n'y aurait pas assez de clients pour faire vivre ce modèle-là. Mais il faut que ça existe. C'est ça. Et en fait,
c'est que la nouvelle réalité du marché du travail, c'est aussi une grande variance dans les arrangements de travail. Oui. Donc, l'idée, c'est que les services s'ajustent. Évidemment, des gens diraient, quand c'est privé, ben tu vas en fonction de ce que le client demande. Des fois, quand c'est gouvernemental, tu as un peu plus de rigidité, tu as des contraintes. Donc, mais dans ce cas-ci, je ne dirais pas que c'est exact pour notre modèle parce qu'on a un modèle qui est peut-être différent. Le privé dans notre réseau, en ce moment, c'est pas lui qui s'en tire le mieux. Les garderies privées non subventionnées qui ne reçoivent donc pas de fonds de l'État, c'est difficile pour eux. Et je pense que ce qu'elles nous disent, c'est que ce modèle-là ne fonctionne pas. Que ce n'est pas un modèle d'affaires qui fonctionne. Donc, même si elles voudraient, il y en a quelques-unes qui vont bien parce que justement, elles offrent des services très nichés, mais la grande majorité d'entre elles nous disent on doit être subventionné par l'État puis faire partie des services qui sont soutenus par l'État québécois. Parlons de l'impact de la maternelle 4 ans. On pourrait présumer que la maternelle 4 ans retire du réseau des garderies des enfants qui y allaient, ou on peut présumer que c'est en partie des enfants qui n'utilisaient pas le réseau des services de garde. Comment vous voyez l'impact de la maternelle 4 ans, à la fois sur des capacités dans le réseau et peut-être, est-ce que ça amène des transformations de ce qu'est un CPE si on enlève une tranche d'âge, qu'on change d'environnement? Comment vous voyez ça? Je ne pense pas que ça amène une transformation, mais j'adore cette question-là parce qu'elle permet de démystifier le fait que on dédouble des services. Parce que la provenance des enfants, là, question super intéressante, il y a à peu près le 2/3 des enfants qui proviennent des services de garde éducatifs, des garderies, des CPE, des milieux familiaux. Mais il y en a le tiers qui n'avaient pas de service avant. Donc, on est allé rejoindre comme État des enfants qui n'avaient pas de service, parfois des enfants qui sont issus de l'immigration, donc des communautés culturelles, qui sont issus de milieux très vulnérables, qui n'avaient pas de service. Et là, on leur en offre un pour qu'ils soient mieux préparés à leur arrivée à la maternelle à 5 ans. Moi, je pense qu'avec le tiers de ces enfants-là qui sont maintenant rejoints, c'est un pas de géant. Les autres, oui, avaient déjà un service, vont continuer d'obtenir un très bon service public et ça libère aussi des places dans nos services de garde. Oui, ça va nécessiter des ajustements, c'est clair, au fur et à mesure que le réseau de la maternelle 4 ans va grandir, mais je pense qu'en bout de ligne, plus on rejoint d'enfants, plus c'est une bonne nouvelle. Puis le dernier bloc de sujet que je voulais aborder, c'est un peu, le contenu, je ne sais pas si c'est du contenu éducatif, mais ce qui se passe pendant que les enfants sont dans ces lieux-là. Ça peut être en résidence, enfin, dans un milieu familial, ça peut être dans différents types d'établissements. Comment vous voyez le développement, je dirais, de l'encadrement, je ne sais pas si c'est un cursus. Un programme. Un programme. Oui. Ah, voilà, c'est le bon mot. Le programme. Dans le fond, l'idée, c'est de dire tout ce qui fait en sorte que les parents puissent avoir la tête libre. Ça se passe bien dans le CPE. Ça se passe bien à la garderie. Mon enfant fait des développements qui sont sains, qui sont positifs. Ça les amène à pouvoir se concentrer sur autre chose. Si c'est leur travail, c'est leur travail. Donc, ma question, elle est, comment vous voyez l'évolution de ce qui se passe pendant le temps de garderie, pendant que les enfants sont là? Est-ce qu'il y a une harmonisation? Est-ce qu'il y a une harmonisation plus poussée? Est-ce qu'il y a des exigences additionnelles? Êtes-vous satisfait de ce que font les enfants pendant qu'ils sont à la garderie? Bien, ça a beaucoup évolué. Ça a tellement évolué là, du départ, quand le réseau a été créé, jusqu'à aujourd'hui. Sous le précédent gouvernement, il y a un projet de loi qui a été déposé. Tout ça s'est s'est concrétisé lorsque nous, on est arrivés, parce qu'évidemment, l'application d'une loi, ça prend toujours quelques années. Et là, on est rendu à un moment où tous les services de garde au Québec qui ont un permis et qui œuvrent auprès des enfants doivent avoir un programme éducatif. Donc ça c'est merveilleux. Là. En plus, je le disais, d'être très efficace au niveau économique. Nos services de garde, là, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais pour chaque 100 $ qu'on investit comme État, on en retire 175, le fédéral et le provincial. Donc, c'est très, très profitable. Au net, là, c'est 20 % de retour sur l'investissement au Québec. Comment se fait qu'on n'a pas dépensé plus jusqu'ici? Bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a peut-être eu des enjeux de livraison. Vous savez, parfois, on veut faire et je ne veux pas prendre la défense de tout ce qui a été fait dans les dernières années, mais il y a clairement eu un problème dans la capacité de livraison. Là, maintenant, ça tend à s'améliorer. Et nous, on l'a dit, on va le terminer, le réseau, parce qu'économiquement, ça se tient.
Non seulement c'est bon, je le disais, on a tous un programme éducatif maintenant, mais à chaque fois qu'on met 100 comme État, on en retire 175. Le Québec en retire 120. Après la dépense de 100 c'est un 20 donc un 20 de retour. Donc, en plus d'être bon au niveau économique, je le disais, c'est bon pour nos tout-petits, pour leur développement, parce que maintenant, ils ont tous un programme éducatif, les CPE, les garderies. Dans la logique où on a de plus en plus d'immigrants, et je reviens toujours sur les programmes, oui. On a de plus en plus d'immigrants, on voit clairement le rôle que l'école primaire, secondaire, mais aussi que le niveau de service de garde peut avoir sur l'intégration de tous ces enfants, de tous les nouveaux arrivants. Est-ce que, puis je reviens donc sur les programmes, est-ce qu'on a des attentes qui vont évoluer sur ce qui peut se passer? Je reviens encore une fois sur le programme en garderie. Est-ce que ce programme-là est appelé à devoir remplir à d'autres fonctions? Par exemple, des apprentissages citoyens, des apprentissages de groupe. Comment vous voyez ça? Il y a une distinction quand même et les gens dans nos CPE là, qui sont des spécialistes, ils tiennent. Donc, on n'est pas dans la scolarisation. Donc, il y a vraiment, on est beaucoup dans l'apprentissage par le jeu, dans le développement des enfants, je dirais des compétences, peut-être plus que des apprentissages, notamment au niveau des émotions, de la capacité motrice, cognitive. Donc, on n'est pas tant dans ce type d'apprentissage-là et je ne pense pas que c'est l'objectif d'aller vers ça. Mais quand vous parlez d'immigration, c'est intéressant parce que on est un gouvernement nationaliste, on le dit toujours. C'est le moment d'en parler avec ce qu'on a annoncé pour la langue française. On a besoin de bien intégrer les nouveaux arrivants et quoi de mieux pour ces nouveaux arrivants que leurs enfants puissent fréquenter un service de garde éducatif, puis vraiment être imprégnés de la culture québécoise avec des tout-petits de leur âge aussi. Apprendre le français, ça part de là. Donc, c'est clairement un outil puissant pour ça. Parfait. Écoutez, M. le ministre, ça fait, je pense, tout le tour des questions que j'avais à vous poser. Le grand défi, encore une fois, du point de vue du milieu des affaires, c'est d'avoir des systèmes qui fonctionnent, qui sont prévisibles. Oui. La dernière chose qu'on aime, nous, c'est quand nos employés disent « à ma garderie, là, c'est fermé ou il y a telle chose ». Une garderie qui ferme, c'est dramatique, évidemment, parce que ça crée beaucoup d'incertitudes. On en a eu une à Montréal récemment qui a annoncé des difficultés sur son loyer. Et on travaille sur ça. C'est ça que j'allais vous dire. La dernière question que j'allais vous poser, c'est comment êtes-vous en mesure de dire qu'on va s'assurer qu'il n'y a pas de choc? Il n'y a pas de crise qui se génère parce que les loyers augmenteraient, parce que vous avez dit tantôt, il n'y a pas assez de main-d'œuvre peut-être. Donc, parce que c'est ça qui est le plus important, probablement pour le travailleur lui-même, mais pour toutes nos entreprises qui disent, moi, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche, ce système-là. Tout à fait. Et ça a des conséquences. Je profite de l'occasion pour dire, on a commandé un sondage au ministère de la Famille parce que je voulais savoir quel impact ça avait, ce manque de place, sur les entreprises. 92 des entreprises sondées nous disent « c'est un défi pour moi, le manque de main-d'œuvre », c'est-à-dire le manque de place, qui se traduit pour moi par un manque de main-d'œuvre. 3 sur 4, 76 nous disent « ça a un impact sur mes revenus, sur ma productivité ». 40 nous disent « tout ça, là, c'est chronique, c'est continuel, c'est pas anecdotique ». Donc, clairement qu'il y a un enjeu. Je dirais qu'il y a beaucoup de travail invisible. Pendant la crise, notamment, on a soutenu, avec plus de 50 millions de dollars, nos garderies non subventionnées qui ne reçoivent absolument pas un sou de l'État parce qu'on ne voulait pas qu'elles ferment après la pandémie. Donc, éviter un choc, c'est aussi travailler avant que tout ça arrive dans l'ombre. Mais quand on voit des cas comme ceux-là, bon, parfois dans les médias, on ne voit que la pointe de l'iceberg, mais sachez que, par exemple, dans ce cas-là, nous, on travaille parce que la dernière chose qu'un ministre de la Famille veut, là, comme un entrepreneur, c'est d'avoir des enfants sur le trottoir un lundi matin et d'avoir à répondre à ces parents-là. Donc, tous les leviers qu'on a, vous pouvez être certain qu'on les prend pour éviter ce genre de situation-là. Très bien. Alors, j'ai vos coordonnées. Donc, si jamais j'apprends que d'autres garderies vivent des situations difficiles, oui, vous m'appelez. Je vous appelle. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à tout le monde d'avoir été là. C'était, je pense, une discussion très intéressante. Et je le rappelle, souvent, on voit ça sous l'angle social, sous l'angle éducatif, sous l'angle de l'accompagnement des jeunes enfants, mais c'est un fondement de notre efficacité collective sur le marché du travail. Et on le voit, le reste du Canada nous envie. Je pense que dans beaucoup d'autres juridictions sur la planète, on vient régulièrement regarder le modèle québécois. C'est un modèle intéressant, efficace. Évidemment, nous, on voit le manque de place, donc on voit ses limites, mais je pense qu'on a un outil là très performant. Donc, merci encore une fois, Monsieur le ministre. Merci, M. Leblanc. Pour ceux qui sont encore avec nous et que ça intéresserait
Lundi prochain, donc lundi le 17 mai, je recevrai Charles Raymond, qui est le président-directeur général de Raymond Logistique. Et c'est tout l'enjeu autour du pôle logistique à proximité du port de Montréal et de ce projet-là qui fait les manchettes ces jours-ci et qui est très important pour notre économie. Donc, c'est un rendez-vous lundi prochain. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous.